Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Tribune Mayol, votre émission dédiée à l'actualité du rugby club toulonnais. Avec moi aujourd'hui Philippe Bercia. Philippe, bonjour. Bonjour Nance, bonjour Benjamin, bonjour à tous. Et Benjamin Lapère. Benjamin, bonjour. Et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour évoquer ensemble cette défaite des Toulonnais. C'était hier soir du côté du GGL Stadium. Les Toulonnais qui se sont inclinés face à Montpellier, qui n'ont pas su faire sauter le verrou montpelliérain. On va en parler évidemment. Et puis on reviendra aussi sur le retour de la Coupe d'Europe à Mayol en 2024 avec la réception du Munster. Tribune Mayol, ça commence maintenant. Allez, pour commencer, on regarde quelques images de ce match. Un match où Montpellier va frapper les premiers. Un essai de 80 mètres conclu par Doumerou en tout début de rencontre. Toulon, en première mi-temps, va s'accrocher grâce au pied de Melvin Jaminet. Et Pierre Mignoni va un petit peu réveiller ses troupes à la mi-temps. Malheureusement, seconde période, une erreur de Gigashvili envoie Voine-Resburg dans l'embut. Puis Willem C, quelques minutes plus tard. Montpellier tient son bonus offensif, mais Toulon va sauver l'honneur grâce à un essai de Dany Priso. Score final 27-17. Messieurs, quel sentiment pour vous domine après ce match, un peu plus de 24 heures après ce match, un peu moins de 24 heures après ce match, Philippe? Forcément la déception, il n'y a pas d'autre mot pour ce match où on avait des grosses attentes quand même. Le RCT avait l'occasion de se propulser vers le haut du tableau et se remet en difficulté quasiment en début d'année comme ça, donc à mi-parcours du championnat. On est sur le fil et c'est bien dommage parce qu'on avait l'occasion de se mettre vraiment en confiance. Benjamin, sur ce match. Ouais, pareil, ça fait 2 matchs que c'est un peu contre le Stade Français et là contre Montpellier où on attend des vraies intentions parce qu'ils avaient fait des bons matchs juste avant. Et encore une fois, c'est passé. Même si c'est resté vachement proche au score pendant toute la partie, c'est vrai qu'ils auraient pu faire un bon coup parce que Montpellier étant la tête un peu dans le sac en étant dernier du championnat, même si avec l'effectif qu'ils ont, c'est pas forcément leur place, mais voilà, ils ont de la pression et tout ça, il y avait vraiment un coup à jouer et c'est vrai que c'est dommage. On se rend compte qu'on a mal joué le coup en fait. Pierrot a tenté un pari, il a tenté le pari d'une grosse équipe sur la fin de match, alors qu'il fallait la mettre au début pour continuer à les enfoncer, à les faire douter. Là, on leur a redonné la confiance, même en tenant le score. Le score, il veut rien dire à la mi-temps, parce qu'on est débordé totalement. C'est un miracle d'arriver à ce score-là. Et en deuxième mi-temps, malgré toutes ces déficiences, malgré toute la domination de Montpellier, on arrive à renverser un peu le match. Et ça se joue finalement à pas grand-chose. Le coup de poker de Mignoni a échoué, mais il aurait tout aussi bien pu réussir en vérité. Ça ne sert à pas grand-chose, à cette erreur de Gigashvili peut-être, mais pas que. Il y a eu une succession quand même. Il fallait faire beaucoup pour perdre hier et beaucoup pour ne pas prendre de bonus. Et on a fait tout ça. C'est horrible. C'est la sensation qu'on a quand on ressort de ce match. Il manquait trop d'ingrédients à Toulon, on va en parler, mais l'agressivité, la défense, l'impact, tout ça. Ouais, on a vu Montpellier était bien en place sur le début de match, très fort, très costaud. On a un peu moins répondu présent sur l'agressivité, les plaquages, la défense. Ce qui a été mieux sur le retour à la mi-temps en deuxième période. Par contre, gros défaut en touche. Je crois qu'il y a 6 ou 7 ballons perdus. 6 ballons perdus. Et on voit que le dernier RC qu'on marque, c'est sur un ballon porté. Donc, c'est des munitions gâchées, des touches pas trouvées alors qu'on avait des pénalités faciles pour aller chez eux. Des choix de jeu au pied. Exactement. On voit en début de match où on se débarrasse un peu vite du pied en faisant des coups de pied rasants alors qu'on est à 10-15 mètres de la ligne d'essai. On peut multiplier les temps de jeu. C'est vrai que c'est rageant parce qu'on sent une envie de jouer, mais ça joue pas très bien. Est-ce que vous expliqueriez ça aussi par le fait que ce turnover d'effectifs, il est souvent présent, notamment chez les trois quarts. Là, on avait une nouvelle ligne de trois quarts avec Payoa qui notamment rentrait au centre. Sa première association avec Fenga Anoukou, malgré tout, ils ne se connaissent pas. Est-ce que le manque de continuité dans les compositions d'équipe, même s'il faut donner du temps de jeu à tout le monde... Ça semble évident, sur ce match-là, ça a été catastrophique. La ligne de trois quarts, il n'y avait aucune continuité, aucune connexion entre eux. Chacun faisait comme il pouvait dans son coin. Vaidikolo a été transparent, Fenganaku s'est battu, mais un peu tout seul. Vaizia est rentré, on se demande pourquoi. Villiers et l'ombre de Villiers, enfin bon, c'est... Il y a du souci derrière aujourd'hui, et on est retombé dans le travers en touche, on est retombé dans tout ce qu'il ne fallait pas, il faut remettre de l'ordre dans tout ça maintenant et repartir du bon pied. Mais c'est dommage de s'être mis dans ces difficultés quand même. Est-ce que le manque d'automatisme peut expliquer ce... Ouais, manque d'automatisme. Après, ils bossent quand même tous ensemble aux entraînements, ils ont un même projet de jeu commun. Au jour d'aujourd'hui,
en étant professionnel, on doit quand même bien s'adapter et s'adapter rapidement. Voilà, choses qui ne sont pas faites sur ce match-là. Après, les soucis en défense, il y a beaucoup de plaquages manqués derrière qui mettent Montpellier dans l'avancée. Et on a vu l'essai de 80 mètres. Enfin, il y a au moins 3-4 plaquages manqués. Il y a au moins 3-4 plaquages manqués derrière. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas jouer qu'en attaque. Et même l'attaque n'a pas été bonne. Donc... voilà, peut-être proposer de nouveaux choix, de nouvelles possibilités sur le terrain et des vrais engagements, quoi. Là, on dirait que c'est fait à moitié, on fait pour faire. Et on le voit parce que on récupère un ballon, on sait le fonctionnement, il faut déplacer le ballon, etc. On a vu 3 ou 4 interceptions parce qu'ils restent dans leur schéma et en fait ils ne s'adaptent pas forcément à ce qu'il y a eu en face. Ouais. Voilà. Moi, en regardant le match, j'ai vu que Montpellier avait une grosse ligne défensive sur le premier rideau. Par contre, en deuxième rideau, il n'y avait personne. Peut-être des possibilités à faire du petit par-dessus pour les freiner, les réfréner sur leur envie de monter et tout ça, et après mettre le jeu en place. Mais ça n'a pas été fait correctement, je pense. Je vous propose qu'on écoute Pierre Mignoni, agacé, je pense que c'est le mot, et notamment sur cette première période qu'on continue de débriefer. Mais non, mais on domine rien du tout. On domine rien du tout. On domine rien. Je veux dire, on est absent des débats pendant 40 minutes, quasiment dans tous les secteurs. Le rugby, c'est d'abord un sport de combat. C'était la première chose face à une équipe qui jouait sa vie ou ce que vous voulez. C'est assez logique. Il n'y a pas eu de surprise ce soir. C'était évident. Bon, globalement, on peut dire qu'ils partagent notre avis là-dessus. Non, bon, moi, je n'ai pas joué au rugby, mais c'est quand même étonnant, les mots de Pierre Mignoni, de dire presque qu'il n'y avait pas cette envie d'aller gagner, quoi. C'est quand même étonnant, je trouve. Moi, je mettrais peut-être un petit bémol à ses propos, parce qu'il ne peut pas mettre l'accent sur leur déficit physique et leur manque de puissance, mais c'était flagrant hier, il y avait un déficit physique énorme par rapport à Montpellier, compte tenu de l'équipe qu'il aligne en première mi-temps, évidemment, puisqu'il comptait combler ce déficit en deuxième. Mais l'envie était là. Le problème, c'est qu'ils avaient manqué de densité, et ils sont tombés sur des lions en face, ils ont été bouffés littéralement, je veux dire, on a été mangés, ils nous ont roulé dessus, c'était humiliant même, parfois. Donc dans ces conditions, il n'y avait aucune raison, aucun espoir de gagner. Et malgré ça, Montpellier était tellement en difficulté qu'on se retrouve presque en position de le faire. Donc on peut avoir d'énormes regrets. Oui, parce qu'on sent quand même du côté montpelliérain une certaine fragilité due aussi, psychologique due au classement. On sentait que pourtant ils étaient dominants, mais que malgré tout ils avaient du mal à se le dire qu'ils étaient dominants. Ils étaient sur le fil du rasoir. Ouais, ils étaient costauds, ils avançaient sur tous leurs duels en première mi-temps, et c'est vrai qu'ils finissaient pas leurs actions, parce qu'ils ont vraiment 2-3 chances de marquer des essais quasiment faits, et où ils avaient plus qu'à les marquer, et ils perdent les ballons, ou ils font des en avant à 2 mètres de la ligne, et c'est vrai que bon, ça nous laisse dans le jeu et dans le coup, mais eux ont du mal à croire en eux parce que par rapport à leur situation de dernier du championnat, c'est un peu compliqué, il faut relancer la machine. Alors cette victoire va leur faire du bien, c'est sûr, mais on voit que rien n'était fait et qu'avec avec le pied de Jaminet, on restait quand même au score, mais ça peut pas suffire. Oui, c'est la longueur du pied de Jaminet qui nous a tenus dans le match. Exactement. Mais ça peut pas suffire. Ça peut pas suffire pour aller chercher quelque chose. Et on voit que le seul essai qui a été marqué, c'est sur un ballon porté, quoi. C'est pas une action construite, quelque chose de mis vraiment en place et des 3/4 et des avants dominants, quoi. À la mi-temps, donc on l'a dit, Pierre Mignoni pousse son petit coup de gueule, il faut le dire. On a la sensation que les Toulonnais sont mieux rentrés dans la seconde période. C'est surtout qu'ils sont rentrés différemment, c'est pas les mêmes hommes qui sont rentrés sur le terrain. Qui plus est, il y a eu donc la stratégie de Pierre était en marche, elle a failli fonctionner malgré tout. Mais il a manqué encore une fois ce break. Une fois qu'on s'est mis le doute, la confiance disparaissant, c'est plus compliqué de retrouver ses automatismes et de retrouver son jeu. Après, le souci, c'est qu'aussi, on court après le score. Donc, on veut créer du jeu pour aller marquer des essais. Des fois, on fait des erreurs. On a vu les interceptions qui ont amené les essais. Trop en faire, mais pas assez. Enfin, c'est compliqué de surjouer, de ne pas jouer. Et donc, c'est compliqué. Après, il y a des bonnes rentrées en seconde mi-temps. Moi, j'ai trouvé que Vasile, le Banidze à la mêlée, a bien dynamisé, a essayé de faire avancer les joueurs, a essayé de produire. Après, voilà, il y a eu une autre casquette, on va dire, en deuxième mi-temps, mais ça suffit pas.
sur la globalité du match. Et Montpellier est devenu beaucoup plus réaliste en deuxième Et mi-temps. on a continué à faire des mauvais choix, des erreurs stratégiques. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il manquait terriblement un leader sur ce terrain. Je veux dire, où était Serein, où était Olivon, même Abadi, etc. Il n'y avait personne pour commander, tout simplement. Cette équipe était un petit peu perdue à la dérive. On va continuer à débriefer ce match. Également aussi sur les phases des actions de joueurs en particulier. Je pense à Melvin Jaminet, qui est un des rares de la ligne de trois quarts qu'on a un peu entreaperçu. Il a tenté des choses. Il a manqué aussi, certes, mais il a essayé de démener, notamment où à un moment donné où il traverse presque tout le terrain et il se fait reprendre malheureusement. Il n'y a pas trop de soutien derrière, mais c'est un des rares trois quarts qui a un peu existé dans ce match. Ouais, on l'a vu sur 2-3 actions où il a voulu impulser. Après, c'est pareil. Là, on le voit, il passe, mais il finit pas le mouvement. Il fait une passe à une main, le ballon sort en touche. C'est de l'approximation et c'est compliqué de jouer derrière ça. Et le problème, c'est que pareil, il veut relancer des 22, il se fait croquer, un ballon croqué, on veut jouer vite, poum, interception. Enfin, donc oui, il y a des intentions. On peut pas le renier. Par contre, est-ce qu'elles sont bien sur le moment? Je pense pas. Et est-ce que tout le monde va dans le même sens? Je pense pas non plus. Et c'est ça le problème, c'est qu'il y avait des joueurs à deux vitesses, ceux qui voulaient impulser et ceux qui n'étaient pas nombreux. Voilà, et ceux qui étaient peut-être pas sortis du bus en arrivant à Montpellier, quoi. On va marquer une courte pause, mais on continue de débriefer cette rencontre. On va également parler de la Coupe d'Europe qui arrive. De retour dans Tribune Mayol, on continue de parler de ce triste match entre Montpellier et Toulon. On était sur la prestation de Melvin Jaminet. Comment vous l'avez trouvé, Melvin Jaminet? Hormis qu'il a marqué pratiquement tous les points des Toulonnais au pied. Mais c'est anecdotique. Alors, Melvin Jaminet a fait un match moyen, compte tenu de son potentiel. On sait qu'il peut faire beaucoup plus. Mais dans ce match mauvais des Toulonnais, il a un peu émergé, malgré des erreurs énorme quand même, parce que rater une pénale touche, il y a eu quand même des erreurs qui sont un peu impardonnables à ce niveau. Mais comme il a beaucoup tenté, on ne peut pas lui en vouloir, c'est le seul qui a tenté quasiment. Devant, un des seuls joueurs qui a trouvé de l'avancée, c'est Facundo Issa. Alors il est parfois à la limite, un peu le bras en avant, parfois un peu... Mais c'est un des rares qui physiquement a remporté son duel et ses duels. Il est dans son style de taureau furieux. Si on en avait 2 ou 3, peut-être qu'on aurait moins souffert hier. Comment vous l'avez trouvé, Facundo Issa? Ouais, toujours de l'envie et dynamique. C'est vrai que quand t'en as 2-3 comme ça sur le terrain, ça fait du bien. Là, on a vu, ils allaient faire péter Isa, ils allaient faire péter Alain Osier, et puis il n'y avait plus personne derrière pour péter. C'était fini. Il y a quelques joueurs qui malgré leur physique, n'ont pas avancé. Ouais, parce qu'il y avait, comme je l'ai dit auparavant, il y avait une très forte ligne défensive de Montpellier qui sont très costauds. Les avants montpelliérains, c'est du costaud. Donc taper dans un mur, c'est même pour des mecs costauds comme Issa, c'est compliqué, quoi. Donc oui, il répondait à ces duels et à cet affrontement qui est la base du rugby. Mais après, il faut trouver d'autres solutions et être intelligent à ce moment-là. Et je pense que les leaders de jeu n'ont pas su s'adapter à ce que proposait le Montpelliérain en face. Un mot sur la charnière, et justement Ben White et Lobinadze, deux styles différents, mais la sensation que le deuxième correspondait peut-être plus à ce match-là. Vous l'évoquiez, Benjamin, dans la première partie. Ouais, moi j'ai eu la chance de jouer avec lui à Brive, et c'est vrai que c'est un petit profil, mais super gazif et qui n'a pas peur d'aller au charbon et qui va vite dans ses enchaînements. Et c'est vrai qu'il a amené du dynamisme, ça attendait moins et ça crée vraiment des opportunités et des portes face à cette défense. Un peu plus à la Baptiste Serein. Il a apporté un peu de un peu de factoriste, un peu de surprise dans ce jeu, parce que Ben White, c'était quand même très stéréotypé, c'est pas très rapide, etc. Mais quand il est aussi rentré à un moment où le paquet de Toulonnais a recommencé à avancer, ça change bien des choses. Aussi. Ça l'a aidé quand même. Et un mot aussi sur un joueur qui prend de plus en plus de place, et je l'ai trouvé plutôt bon dans sa rentrée, c'est le jeune Alagahu, qui, semaine après semaine, encore jeune, il a 21 ans, il me semble, confirme et pourrait... viser plus haut si ça continue. Si on en croit Alain Jones, qui lui a promis un avenir international, il aura un avenir international. Maintenant,
Je me souviens qu'il y a quelques années, Bernard Laporte avait dit de Ribage il irait en équipe de France. Effectivement, il est allé, mais il n'est pas resté. Donc tout ça, ça prendra du temps et il faudra attendre de voir quand même quelques années pour voir s'il peut confirmer et s'imposer au plus haut niveau, parce qu'il est quand même qu'en phase d'apprentissage, même s'il apprend vite et bien. Ouais, surtout à son poste, il est jeune, il a le temps d'apprendre, il a le temps de performer, et il faut que ce soit un joueur indiscutable à son poste déjà dans son club. Et après, il aura des chances de viser plus haut. Mais si petit à petit, il fait des bons matchs comme ça, il fait des bonnes rentrées et qu'il prend sa place dans l'effectif toulonnais, ça viendra. Les portes pourront être ouvertes derrière, bien sûr. Je vous propose qu'on écoute un autre jeune Toulonnais qui a joué ce match, c'est Mathéo Le Corvec, pour conclure sur ce match contre Montpellier. Forcément, quand t'es en bas du tableau, ben, t'as énormément d'envie. Donc ils avaient plus d'envie que nous. J'ai ressenti comme ça. Et nous, on n'a pas trop respecté ce qu'on devait faire, c'est-à-dire jouer direct. On a voulu jouer un peu la baballe et ils s'en sont servis. Du coup, ben, ils nous ont mis dans le mal et après, ça a été compliqué. Bon, l'avantage, c'est qu'il est plutôt d'accord avec nous, donc c'est qu'on n'a pas dit trop de bêtises. Voilà. C'est la conclusion que vous tirez vous aussi. Si même eux, étant sur le terrain, ils sentent qu'ils n'ont pas envie... Ça, c'est des propos qui peuvent interroger quand même. Enfin, moi, j'ai jamais joué au rugby, mais quand tu vas sur un terrain et que tu te dis, putain, ça n'a pas envie à côté... J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. On met sous le compte de l'envie peut-être un déficit physique évident aussi. Oui. C'est plus facile de dire on n'a pas envie, la prochaine fois on aura, ça ira bien. Non, là, il y a un déficit physique à combler. Ouais, mais le déficit physique, il peut être à ce niveau-là comblé par l'agressivité, par l'envie, par tout ça. Il y a des joueurs, on le sait très bien, qui ne sont pas forcément les plus costauds et tout ça, et ils renversent des montagnes. Quand on voit, je sais pas, un Colby qui arrive à prendre une seconde ligne, à le retourner, c'est t'as envie ou t'as pas envie de le faire. Et ça, chaque joueur peut arriver à le faire malgré la différence de poids et de taille est effective sur le terrain, mais c'est sûr que l'envie déjà de faire tomber quelqu'un, de ne pas perdre du terrain, ça c'est la base que doit être mis sur un terrain, quoi. Pour parler plus globalement, il y a quand même une stat qui revient, c'est que Toulon a beaucoup de mal contre les faibles, je mets des guillemets sur faibles, on l'a dit, Montpellier n'est clairement pas à sa place, puis bon, au top 14 il y a assez peu d'équipes faibles globalement sur ces 14 équipes, mais factuellement, Montpellier était dernier du classement, ça a été le cas à Perpignan ces dernières années, même à Brive, jusqu'à ce que Brive descende l'an dernier. Comment on explique que ces Toulonnais ont du mal et se mettent finalement au niveau de leur adversaire quand ils rencontrent une équipe plus mal classée? Sur ce coup-là, Mathéo Le Corvec parlait d'un manque d'humilité notamment. C'est peut-être aussi, ça fait partie des raisons qui expliquent ça, mais il n'y a pas que ça. Pierrot envisageait un problème mental, il expliquait qu'il prenait tous les matchs de la même façon, qu'il expliquait que toutes les équipes étaient à prendre et à respecter de la même façon. Mais psychologiquement, on ne joue pas le dernier comme le premier, et les Toulonnais ont manqué d'humilité sans doute. D'ailleurs, on l'a vu dans le jeu, dans leur refus de prendre des points, ils n'ont pas respecté le jeu, ils ont cru qu'ils pouvaient faire la différence, qu'ils étaient au-dessus en fait. Je crois qu'ils ont manqué aussi d'humilité. Oui, parce que quand on compare avec un match contre Toulouse, où on promettait l'enfer aux Toulonnais et où ils se sont plus que bien débrouillés, même si à l'arrivée ça fait 0-0, que ce soit Montpellier ou Toulouse, comment on explique que quand on se déplace chez un mal classé, c'est psychologique, même sans le vouloir finalement? Ça peut l'être. Ça peut l'être. Après, ça dépend de l'envie justement que tu mets toi-même individuellement et ce que tu vas apporter à ton équipe. C'est vrai que quand on se dit ils sont derniers, ils sont pas bien, peut-être tu lèves le pied inconsciemment et tu te dis ça va être plus facile ce soir, mais on s'aperçoit que c'est jamais facile. Et surtout quand tu joues contre une équipe qui a rien à perdre et qui a tout à gagner, parce que on peut pas être plus bas que dernier. Donc même si on a un peu de pression et que tu peux te dire si on perd ce match-là, ça va être encore plus dur. Au final, tu lâches tout dans la bataille. Et le problème, c'est que s'ils y sont allés en se disant ça va être facile, la fleur au fusil, et ça passe pas. Forcé de constater c'était pas conscient sans doute, mais inconsciemment, forcément, il y a quelque chose, quoi. J'ai une autre question pour vous. Qu'est-ce qui se passe chez nos rouges et noirs? Je m'explique. On est à 4 défaites en 5 matchs. La seule victoire, c'était contre le Stade Français. Ça a été compliqué à Mayol. C'est peut-être pas le match le plus flamboyant. Toulon qui a vécu un mois de décembre et un début janvier qui est très compliqué. Alors même qu'en novembre, tout allait bien et Toulon tutoyait le haut du classement. Toulon a perdu Serein, Toulon a perdu Olivon quasiment pour un petit moment, puisqu'il va enchaîner avec l'équipe de France sans doute une fois qu'il sera soigné. Donc Toulon, sans ses leaders, peut-être qu'il aura du mal à rester dans les 6.
on est sur le fil et on n'a pas pris l'avance qu'il fallait prendre là. Vous pensez que c'est ces joueurs-là sortis qui ont pu... Ouais, ça a influé forcément. Et puis après, il y a la période de fête, il y a le format de la Coupe d'Europe et le style de jeu, l'arbitrage qui est différent, qui ont influé quand même. On l'a vu sur Exeter, on l'a vu sur des défaites, des courtes défaites. Il y a eu des belles prestations quand même. Il y a eu des belles attitudes sur ces matchs. C'est pas des défaites qui sont choquantes comme celle d'hier soir. On sent pas que c'est la crise. Il n'y a pas de crise, il n'y a pas de dynamique. Il n'y a pas de dynamique rompue vraiment. Mais il y a un coup d'arrêt là. Il faut vraiment repartir très très vite et ça va être très compliqué parce qu'il y a le Munster et Glasgow en suivant, La Rochelle et Bordeaux. Ça fait du monde. Après, la chose qui se passe, c'est qu'à chaque fois, quand on regarde les matchs précédents et tout ça, c'est qu'il y a des fortes empreintes sur les victoires, etc. Il y a une forte empreinte et présence des leaders. Ils influent énormément sur le match, ils pèsent énormément sur chaque essai, ils pèsent énormément sur la conduite du jeu. Et le problème qu'il y a, c'est que quand tu enlèves ces joueurs-là, eh ben, tu as l'impression que c'est un bateau sans capitaine. Et que le bateau, il part et on ne sait pas ce qu'il va faire. Autant il peut très bien aller voguer, autant il peut se cracher et il n'y a pas de phare, quoi. Et le problème, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une plus grande homogénéité dans ce groupe et que certains joueurs se révèlent vraiment. Pas forcément amener d'autres leaders et tout ça, mais des joueurs qui se révèlent et qui prennent un peu les rênes en main, leur jeu à leur compte, et qui s'investissent et qui soient un peu plus présents sur le jeu, quoi. Alors je vous propose qu'on parle justement du Munster, parce que on a connu plus simple pour se relancer. Ce sera à Mayol, ce sera malgré tout, je pense, une belle fête, même si, encore une fois, les résultats ces derniers temps ne sont pas forcément ceux attendus par les supporters, mais le retour du Munster à Mayol, on va évoquer un match plus ancien qui a ravivé de bons souvenirs, mais sur cette rencontre-là, il faut se relancer. Il faut se relancer et je dirais que je suis relativement optimiste. Ouais. Je pense que ça va le faire, moi. Parce que le Munster, c'est pas le Munster d'il y a quelques années, ils sont quand même un peu en dessous. Et nous, là, une équipe à réaction, malheureusement, on va réagir. Et je pense qu'on va le faire. Après, il restera à aller gagner à Glasgow, ce qui n'est pas encore fait non plus. C'est une autre compétition, c'est complètement autre chose et je pense que ça pourrait leur faire du bien à la tête. Voilà, vraiment, concrètement, ils n'ont rien à perdre. C'est quelque part la Coupe d'Europe qui a mis un coup d'arrêt à leur dynamique et c'est la Coupe d'Europe qui peut les relancer maintenant. Voilà. En tout cas, il faut la jouer, il ne faut pas galvauder. Là, ils sont en position ils n'ont rien à perdre, donc ils peuvent se faire plaisir justement devant leur public. Donc venir avec des vraies intentions, envie de jouer un rugby de combat parce qu'on sait qu'en face ça va répondre costaud. Donc voilà, être présent, avoir envie de marquer des essais. Avoir envie de passer cette ligne et de leur faire mal, quoi. Et puis donc on en parlait, il y a 13 ans maintenant, ça passe vite, janvier 2011, le vrai premier grand match de Coupe d'Europe du RCT, cette victoire contre le Munster. Un stade Mayol plein, un stade de folie, quoi, une entrée merveilleuse, un bruit fabuleux. Après tout mon parc, on a pris une leçon la semaine d'avant, on a réussi à prendre notre revanche ce jour-là, c'était un très beau souvenir. Et ça lançait vraiment les campagnes d'après du RCT, quoi. 32-16 pour les Toulonnais à l'époque, qui se qualifient donc à ce moment-là pour les quarts de finale. Bon, ça s'arrêtera ensuite contre Perpignan, mais c'est vrai que c'est... Mais c'est un des matchs de Coupe d'Europe les plus marquants du RCT quand même, à Mayol. Et est-ce que pour vous, je conclue là-dessus, ça peut aussi donner envie aux supporters? Enfin, ça reste un bon souvenir, cette affiche, c'est pas une affiche... entre guillemets, le Munster, c'est un club mythique pour la Coupe d'Europe déjà. C'est déjà un gros club irlandais. C'est un club qui a gagné ses titres. Même si on les voit un peu moins en haut de la Coupe d'Europe ces dernières années. Oui, mais le voisin Leinster. Voilà, Leinster qui a pris un peu le relais. Il y a eu les Saracens. Ça a tourné un peu, mais c'est quand même un gros club mythique de compétition, donc voilà, ça va être un beau match, ça va être une belle fête. Ils viennent jouer leur vie aussi dans cette Coupe d'Europe. Ils ont été accrochés par Bayonne, ils ont perdu avec Exeter, ils vont faire un gros match. Mais ils sont sur 3 victoires, sur 3 défaites consécutives, ils ne sont pas au mieux non plus. Par contre, ils n'auront pas joué depuis 15 jours, ils seront frais. On vous débriefera ça tous ensemble, ce sera la semaine prochaine. Et avant de se quitter, on regarde les quelques résultats, ils ne sont pas nombreux dans les autres sports du département. Et justement, peu de matchs puisqu'il n'y en a eu qu'un, c'est du futsal. Match nul, 5 partout entre le Sporting Paris et le Toulon Elite Futsal. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. Et puis on souhaite le meilleur, déjà une bonne année à tout le monde et le meilleur au RCT pour cette année 2024. Et puis surtout, à commencer par une belle victoire face au Munster. Merci à vous. On l'espère, merci. Merci beaucoup.